Bonjour à tous et bienvenue sur Michael Jackson le podcast. Je suis Michel Piscopo et étant fan de la première heure, j'avais envie de vous faire découvrir au fil de ces prochaines semaines un artiste de génie et un homme d'une grande générosité. Un homme avec ses défauts bien sûr, mais aussi avec ses qualités qui a donné sa vie aux autres afin de divertir et de procurer de la joie au monde entier. Il s'agit de Michael Jackson. Sachez que cette série de podcasts, l'un des rares podcasts sur Michael Jackson en français, est extrait de mon livre Michael Jackson, mon étoile, disponible sur Amazon en format livre numérique. Le premier volet du History Tour s'achève en ce début de l'année 1997. Michael s'octroie une pause de quelques mois puis repartira fin mai à l'assaut du reste du monde. La première partie du History Tour aura permis de toucher quasiment 2 millions de personnes à travers 20 pays sur 4 continents différents. Pour l'homme qu'est Michael Jackson et qui avoue ne pas aimer les tournées, c'est tout de même phénoménal, mais aussi totalement épuisant. Chaque concert est un défi sportif que le chanteur s'impose chaque soir pendant plus de 2 heures et le second volet de sa tournée subira les effets de ce rythme immodéré. Mais pour l'heure, il est temps de passer à autre chose pour Michael. Quant aux fans, impatients de retrouver leur idole, il va falloir patienter quelque peu. En ce début de l'année 97, Michael voudrait s'octroyer quelques jours de repos bien mérités, mais doit avant tout donner la touche finale à un projet tenu secret jusque-là, un nouvel album, Blood on the Dance Floor. En compagnie de 2 ingénieurs du son, Michael s'installe dans le Record Plant Studio de Los Angeles, dans lequel il travaille quelques morceaux déjà existants afin de leur donner un son plus neuf. La rumeur veut que l'album soit composé de chansons inédites et de versions remixées de l'album History. Mi-janvier, Michael se rend également à Montreux en Suisse, dans les studios Mountains, pour finaliser le projet et sélectionner les titres figurant sur le nouveau disque. Du 10 au 15 février, et pour la première fois de sa carrière, Michael va être le réalisateur de l'un de ses vidéoclips, puisque c'est devant et surtout derrière la caméra que Michael se place pour la vidéo de Blood on the Dance Floor. Le 13 février, Debbie Rowe donne naissance à Prince Michael Joseph Jackson Jr. au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Le chanteur assiste à l'accouchement. Quelques heures plus tard, Michael rejoint Neverland avec son fils. Le 16 février, Michael est sur scène pour rendre hommage à sa grande amie, la dernière icône d'Hollywood, Elizabeth Taylor. Le chanteur participe à un gala organisé pour le 65e anniversaire de Liz Taylor. Il lui rend certainement le plus bel hommage de la soirée en interprétant, comme il l'avait déjà fait pour une autre icône d'Hollywood, Sammy Davis Jr., une chanson unique qu'il ne chantera qu'une seule fois lors de cette occasion spéciale. Enregistré quelques jours plus tôt, à Montreux, Michael chante Elizabeth I Love You seul en scène, vêtu d'un pantalon noir, d'un t-shirt blanc et d'une chemise blanche avec un brassard noir. Une émotion incroyable se dégage de ce moment unique. Michael aura droit à une standing ovation de la part du tout Hollywood présent ce soir-là. L'émission sera diffusée le 24 février sur la chaîne ABC. Côté justice, le 18 mars, les avocats de Michael, Ziamo Deber et Steve Cochran, déclarent qu'un jury de Santa Maria rejette les plaintes de 5 anciens employés de Neverland qui accusaient Michael de les avoir renvoyés parce qu'ils en savaient trop. Le 25 mars, le magazine britannique OK obtient une exclusivité mondiale en publiant les premières photos prises à Neverland de Michael et Debbie et de leur fils, Prince Michael Jr. Une interview inédite du couple est également présente à l'intérieur du magazine. Le 2 avril, la vidéo de Blood on the Dance Floor est diffusée pour la première fois sur la chaîne VH1. Dans le clip, Michael apparaît tout de rouge vêtu, ses cheveux attachés en une tresse. De nombreux danseurs prennent possession de la piste de danse, effectuant des tangos sauvages au rythme de la musique. Une danseuse provoque Michael tout au long de la vidéo, elle répond au nom de Sibyl Azur. C'est une belle femme noire, habillée de rouge, dansant sur une table de bar en mini-jupe, Michael assis à ses côtés, ses mains se baladant très souvent sur les cuisses de la jeune femme, succombant à la tentation qu'elle représente. Mais la femme qu'évoque Michael dans Blood on the Dance Floor serait plus menaçante que les autres puisqu'elle serait porteuse du virus du sida. Sans jamais en parler ouvertement dans sa chanson, Michael parle bel et bien de sida dans cette chanson. Il suffit de lire les paroles du refrain pour comprendre que le chanteur fait une métaphore curieuse avec un couteau de 18 cm de long et le sexe masculin. Le titre fait un carton dans toute l'Europe, mais les États-Unis continuent de bouder le roi de la pop. Et c'est vers l'ancien continent que s'envole Michael et plus précisément pour la France.
Il dépose ses valises à Disneyland Paris, où l'attendent les répétitions de la seconde partie du History Tour. De plus, le 19 avril, Michael est attendu au musée Grévin à Paris pour l'inauguration de sa nouvelle statue de cire. Quelques mois plus tôt, le chanteur avait déjà reçu les responsables du musée Grévin qui lui avaient présenté une première mouture de son clone de cire. Michael avait trouvé celui-ci bien trop musclé et avait demandé au sculpteur de retravailler sa statue. Les responsables du musée Grévin, voulant faire une surprise à Michael, ont eu l'idée de faire venir Marcel Marceau pour présenter la sculpture de cire au chanteur. Monsieur Marceau accepta volontiers de venir présenter son sketch « Le sculpteur » pour introduire par effet de lumière et de magie la statue de cire de Michael Jackson. Après la visite, Michael est invité à laisser ses empreintes et sa signature qui seront visibles en permanence par tous les visiteurs qui passeront dorénavant devant sa statue. À l'extérieur, il y a toujours autant de personnes qui attendent la sortie du roi de la pop, mais après quelques heures au musée Grévin, il est temps pour Michael de quitter les lieux, non sans avoir salué de près les nombreux admirateurs qui l'attendaient à l'extérieur. Blood on my side. I just can't take it. Alors que le single Blood on the Dance Floor fait un bid outre-Atlantique, en Europe, il fait un carton et notamment en Allemagne où Michael est présent le 2 mai. Son manager et lui donnent une conférence de presse dans le stade de Munich pour lancer la seconde partie du History Tour qui va débuter dans le pays. Après l'Allemagne, direction l'Italie où Michael, toujours accompagné de son manager, participe à une émission italienne qui a lieu à Milan le 5 mai et dans laquelle Michael se voit l'occasion de présenter une récompense avec Luciano Pavarotti. Il confirme travailler avec le célèbre ténor italien à l'élaboration d'une nouvelle chanson intitulée What More Can I Give, dont les bénéfices iront intégralement à des œuvres de charité dédiées aux enfants. Le 7 mai, Michael est de retour aux États-Unis. Il se rend à Cleveland, dans l'Ohio, pour participer à une cérémonie d'intronisation des Jackson 5 au Rock and Roll Hall of Fame, permettant ainsi aux 5 frères de rentrer dans l'histoire de la musique américaine. C'est Diana Ross qui vient offrir aux frères Jackson leur récompense et la cérémonie sera retransmise quelques jours plus tard sur la chaîne VH1. Le lendemain, le 8 mai, Michael est de retour en Europe. Il est attendu au 50e Festival de Cannes pour y monter les marches et pour assister à la première projection européenne de son moyen-métrage Ghost. Accompagné de Tarak Ben Ammar, son manager, et du producteur et réalisateur de son film, Stan Winston, Michael tient absolument à soutenir Ghost, qui sera projeté le soir même à minuit précise, hors compétition bien sûr. Le lendemain, c'est Canal+ qui aura la primeur de la diffusion. Ce qui fait l'originalité de ce film, c'est que pour la première fois dans la carrière du chanteur, il soit totalement autobiographique. À la fois divertissant, entraînant et impressionnant par les effets spéciaux qu'il contient, il est aussi sombre, dur et tragique, à l'image de ce qu'est devenu l'univers du chanteur, et c'est ce qui donne toute sa profondeur à cette œuvre magistrale dans la carrière de Michael Jackson. Dans Ghost, Michael fait également directement référence à l'affaire Chandler, sans jamais la citer. Ghost est une prouesse technique, de par l'utilisation d'effets spéciaux exceptionnels, mais aussi par la performance d'acteur du chanteur qui campe 5 personnages différents tout au long des 40 minutes que dure le film. Durant le générique de fin, on peut suivre l'élaboration des différents personnages incarnés par Michael. Étant pionnier dans le genre, tout comme il avait déjà fait avec le making-of de Thriller, Michael nous montre l'envers du décor de son film Ghost. Who gave you the right to hurt my family? And who gave you the right to hurt my baby? She left me. And who gave you the right to shake my family tree? And who gave you the right to hurt my baby? She left me. And who gave you the right to hurt my family? And who gave you the right to hurt my baby? She left me. And who gave you the right to hurt my family? You put a knife in my back, shot a never run me. Tell me, are you the ghost of jealousy? Le 14 mai, l'album Blood on the Dance Floor History in the Mix bénéficie comme les autres disques du roi de la pop d'une sortie mondiale. 13 titres composent le nouvel opus. 5 sont des compositions originales et 8 sont des remixes de chansons contenues dans l'album History. Alors que Michael propose quelques titres, ayant dans l'idée de sortir un maxi CD en tant que bande originale de Ghost, Sony Music impose au chanteur le rajout de remixes sans grand intérêt sur l'album afin de toucher un public plus large et pour continuer la promotion déclinante de History. Le réel intérêt de cet album reste incontestablement les 5 chansons inédites. Composées pour la plupart après l'album Dangerous, Michael retravaille ses chansons pour les rendre plus modernes. Seul Morphine est un titre composé et produit plus récemment.
Les 27 et 28 mai, Michael se rend en Grande-Bretagne et en Pologne pour étudier un projet de parc d'attractions sur le thème de l'enfance pour Kingdom Entertainment. Le 31 mai, à Brême, Michael débute officiellement le second volet du History Tour devant 55 000 personnes. Alors que Michael était très actif lors de son passage dans les différentes villes et pays lors de la première partie de sa série de concerts, il devient complètement casanier pour cette seconde et dernière partie de la tournée, ne faisant quasiment jamais parler de lui lors de son passage dans une région du globe. Une seule raison à cela. Afin de passer un maximum de temps avec son fils, Michael l'a placé, avec ses nounous, dans un hôtel de l'avenue Georges V à Paris. Avant chaque concert, le chanteur quitte son fils pour se rendre à l'endroit prévu pour le show et dès que ce dernier est terminé, le chanteur rejoint Paris et son enfant. Chaque semaine, Debbie Rowe regagne également la capitale pour passer du temps avec Michael et Prince. C'est dans ces conditions que le chanteur enchaîne les concerts dans toute l'Europe. Pour tenir le coup, il va avoir recours à un moyen peu orthodoxe, la prise de médicaments. Comme il l'avait déjà fait par le passé, Michael utilise des produits qui vont le booster afin d'être en forme pour ses concerts et le soir, pour s'endormir, il va prendre du propofol ou du diprivan entre autres. Le propofol est à l'origine un agent anesthésique intraveineux d'action rapide utilisable pour l'induction et l'entretien de l'anesthésie et permet une récupération plus rapide du patient. Le procédé qu'utilise le médecin personnel du chanteur n'a pas lieu d'être dans une chambre d'hôtel mais plutôt dans un bloc opératoire. Michael est sous surveillance constante par celui qui lui injecte ces produits, mais un risque évident est pris. Ainsi, Michael va enchaîner les concerts à travers l'Europe. Dans la presse, on se fait l'écho du divorce de LaToya Jackson avec son manager Jack Gordon. De son côté, LaToya en profite pour se réconcilier avec le reste de la famille Jackson. Michael, blessé par les histoires qu'elle avait déblatérées sur lui en 1993 en pleine affaire Chandler, émet plus de réserve quant à la sincérité de sa sœur aînée. Alors que Debbie Rowe vient de tomber enceinte une nouvelle fois, elle retourne aux États-Unis tandis que Michael s'envole pour l'Angleterre et les 12, 15 et 17 juillet, c'est dans le stade mythique de Wembley que Michael réunit pas moins de 216 000 spectateurs les 3 soirs cumulés. And who gave you the right to shave my Lee? And who gave you the right to shave my baby? She needs me. And who gave you the right to shake my family tree? And who gave you the right to intrusion to see me? And who gave you the right to shake my family? And who gave you the right? She needs me. And who gave you the right to shake my family tree? Le 11 juillet, le single historique Ghost sort en Europe. Si sur le support de titre la chanson Ghost reste l'original, History est une version remixée. Dans le même temps, un clip est diffusé sur les petits écrans dans lequel Michael Jackson n'apparaît pas directement. En effet, la vidéo nous emmène dans une boîte de nuit futuriste dans laquelle est diffusé le remix de la chanson History. Au mois d'août, Michael ne s'arrête pas. Il enchaîne les concerts les uns après les autres, non sans mal. Sa dépendance aux médicaments est de plus en plus importante. N'arrivant pas à dormir, il continue d'utiliser des substances nocives injectées par son médecin personnel. À de nombreuses reprises au cours de la tournée, Tarak Ben Ammar, le manager de Michael, se fera des cheveux gris parce que son poulain, à un quart d'heure du début du concert, est encore au fond de son lit et n'accepte pas de se lever. Sous la pression, le chanteur, obligé de tenir ses engagements, apparaît malgré tout sur les différentes scènes des différentes villes, non sans avoir ingurgité des excitants afin de tenir le coup. Alors qu'un concert est prévu le 31 août à Ostende en Belgique, celui-ci est annulé alors que Michael, comme le reste du monde, est sous le choc du décès brutal de la princesse de Galles, Lady Diana. En effet, dans la nuit du 30 au 31 août 1997, tentant de s'aimer les paparazzis en quête de photos exclusives, la princesse Diana meurt dans un accident de voiture à Paris, dans le tunnel proche du pont de l'Alma, où elle circulait avec son compagnon Dodi Al-Fayed, ainsi que leur chauffeur Henry Paul et Trevor Rhys-Jones, le garde du corps d'Al-Fayed. Le monde entier est sous le choc. Michael est moralement très atteint par cette mort tragique. Il ne s'alimente plus correctement, a toujours du mal à dormir, et la prise de médicaments n'arrange pas les choses. Et c'est dans ces conditions physiques déplorables qu'il continue sa tournée. Le concert annulé quelques jours plus tôt d'Ostende en Belgique a tout de même lieu le 3 septembre à l'hippodrome Wellington. 55 000 fans sont présents pour assister au spectacle durant lequel le chanteur rend hommage à Lady Diana en projetant sur les écrans une photo de la princesse durant Heal the World. Le concert entier lui sera d'ailleurs dédié. Le 7 septembre, Michael accorde une interview à la journaliste Barbara Walters. Les deux célébrités se retrouvent à l'hôtel Georges V de Paris. L'entrevue tourne autour du décès de Lady Diana, de la presse à scandale, des paparazzis et de Prince Michael Jr.
L'interview sera diffusée le 12 septembre sur la chaîne américaine ABC dans l'émission 20 sur 20. Susie got your number. Susie ain't your friend. Look who took you under with 7 inches in. Le 8 octobre, Michael pose ses valises à Johannesburg. Il est rejoint par son ex-femme Lisa Marie, qui a fait le voyage depuis les États-Unis avec ses 2 enfants pour venir tenir compagnie à Michael pendant quelques jours. Très complices, ils profitent de chaque instant et ne se quittent plus. Ensemble, ils visitent le zoo de Johannesburg, font du parachute ascensionnel, du jet ski et dînent même en tête-à-tête. Et c'est l'Afrique qui sonne le glas, une fois pour toutes, de la dernière vraie tournée du roi de la pop. Au final, Michael aura porté cette gigantesque entreprise dans 35 pays, durant 82 concerts qui auront duré chaque soir plus de 2 heures, réunissant près de 4,5 millions de spectateurs durant 9 mois. C'est énorme pour un seul homme. Lui, qui n'aime pas faire de tournée, à près de 40 ans, est esquinté, usé, éreinté physiquement et moralement. La tournée History met un terme à la promotion de l'album History, mais également à celle de Blood on the Dance Floor, permettant à chacun des albums de battre des records de vente. Avec plus de 30 millions de copies écoulées depuis 1995, History est le second double album le plus vendu de l'histoire, juste derrière l'album The Wall de Pink Floyd. En ce qui concerne Blood on the Dance Floor, on est en présence de l'album de remix le plus vendu de tous les temps avec 12 millions d'exemplaires vendus. Michael démontre une fois de plus qu'il est encore capable de battre des records, malgré l'acharnement médiatique dont il fait preuve depuis 1993 et les relatives mauvaises ventes de ses albums aux États-Unis. Non content d'en avoir fini avec cette tournée, Michael retourne dès le 16 octobre à Neverland. Tandis que des rumeurs circulent dans les médias au sujet d'une idylle secrète entre Michael et Lisa Marie, et que certains prétendent que Debbie Rowe aurait abandonné son fils, cette dernière monte au créneau et contacte Chuck Henry, le journaliste vedette de la chaîne Channel 4. Le 25 novembre, elle apparaît donc à la télévision pour démentir toutes ces rumeurs et assurer l'entière confiance qu'elle porte à son mari. De plus, elle avoue être à nouveau enceinte d'une petite fille. Elle se prénommera Paris Michael Catherine Jackson. Debbie raconte que Michael et elle ont décidé d'appeler leur fille Paris car c'est dans cette ville qu'elle a été conçue. De son côté, Michael continue de créer. Il se rend à Los Angeles pour enregistrer les chœurs d'une nouvelle chanson intitulée Children's Holiday. Cette chanson est offerte aux G-Friends, un groupe japonais. Pour continuer à promouvoir History, un nouveau single aurait dû voir le jour en cette fin d'année. Il s'agit de la chanson Smile. Tout est prêt, de la pochette à la commercialisation des CD de titres et des maxi-singles, mais Sony en a décidé autrement. Suite à la fin de la tournée chaotique de Michael et le peu d'enthousiasme que le chanteur met à continuer à vendre son album, paru 2 ans plus tôt, Sony décide tout bonnement d'annuler la sortie du single. Quelques exemplaires seulement du single ayant été commercialisés dans quelques pays, le disque devient rapidement un collector très prisé par les collectionneurs jacksoniens. Un autre produit débarque avant les fêtes de fin d'année. Créé par l'équipe du magazine Black and White, en collaboration avec Michael Jackson, un coffret collector du film Ghost sort dans le commerce. Le luxueux coffret contient une cassette vidéo du moyen-métrage, l'album Blood on the Dance Floor, le programme officiel distribué lors de l'avant-première du film au Festival de Cannes, ainsi qu'un CD 3 titres qui contient un remix de Ghost, un remix de Is It Scary et une chanson inédite intitulée On the Line, produite par Babyface et tirée du film Get on the Bus de Spike Lee. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Michael Jackson et revenir sur la légende. À bientôt.